Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Il y a une quinzaine d'années, le Zimbabwe a été frappé par une violente crise économique causée par la politique erratique du président Mugabe, au pouvoir depuis 1980. Conformément à ses promesses, son gouvernement a entrepris d'exproprier les riches fermiers blancs pour redistribuer leurs terres. Eh bien, résultat, la production agricole a chuté et en 2009, les prix se sont envolés. Aujourd'hui, bien que la situation soit stabilisée, les Zimbabwéens redoutent le retour de l'hyperinflation. Le reportage de Caroline Dumais et Vincent Roux. Il a 64 ans, il vient de lancer son 65e album. Oliver Mtukudzi est une légende au Zimbabwe. Tuku, comme on le surnomme ici, revenait d'une tournée en Chine. Il pourrait vivre ailleurs, comme beaucoup d'artistes zimbabwéens qui ont préféré s'exiler. Mais le guitariste, lui, a choisi de rester à Harare. Je suis zimbabwéen. Où voulez-vous que j'aille? Je suis d'ici. Je pourrais aller ailleurs, mais ici, c'est chez moi. C'est là que je me sens le mieux. C'est une question de principe. L'économie va tellement mal. Alors c'est important d'être là. Ma musique, elle n'est pas seulement là pour le plaisir, elle est là pour améliorer la vie des gens. On répare les cœurs brisés et on donne de la vie et de l'espoir à la population. Harare, la capitale du Zimbabwe, n'a pas beaucoup changé ces 20 dernières années. Sauf qu'on s'y lève de plus en plus tôt pour pouvoir gagner sa vie. Et devant les banques, ces dernières semaines, les files d'attente battent des records. Nelson Mutanambache a 62 ans. Il fait la queue depuis 3 heures du matin pour pouvoir toucher sa maigre retraite. Les retraits aujourd'hui dans les distributeurs sont limités à moins de 50 € par jour. Et il n'y a jamais suffisamment de billets dans la machine pour tout le monde. Nelson est venu ici tous les jours de la semaine, mais c'est seulement le samedi qu'il a réussi à retirer de quoi faire ses courses. Les banques n'ont plus de liquidité, les habitants d'Harare sont tous à même enseigne. Je ne suis pas très content car ils nous limitent tout le temps. Je ne vais pas aller très loin avec ces 50 $. Mais c'est mieux que de passer une autre semaine sans argent. Et quand on dit dollar à Harare, on pense bien au billet vert. Depuis que le dollar zimbabwéen a été abandonné en 2009, le Zimbabwe n'a plus de devise propre. Tout est donc facturé en dollars américains et rien pour Nelson n'est bon marché. Comme 80% de la population, il vit avec moins de 2 $ par jour. Cet ancien chauffeur travaillait pour une société nationale de transport public qui a fait faillite, victime de la dégringolade économique. Le pays a enregistré l'an dernier son plus faible taux de croissance depuis 2009. Les salaires des fonctionnaires ne sont même plus payés tous les mois. Bien sûr que je n'y arrive pas. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Je ne vais pas me mettre à voler. Je dois me débrouiller avec ce que j'ai, c'est tout. Je ne suis pas content, je me rends compte que j'ai perdu mon temps. J'ai quand même travaillé pour la même entreprise pendant 40 ans, c'est pas rien, c'est toute ma vie. Et maintenant, je suis trop vieux pour recommencer. Mais si j'avais su que personne ne paierait ma retraite, j'aurais changé d'entreprise. À Harare, la vie est devenue si difficile que les jardins potagers se sont multipliés. Et comme ses voisins, Nelson s'est donc mis à cultiver dans son petit bout de jardin. La crise de liquidité, tout
touche désormais tout le monde, pauvres ou riches. Les revenus d'exportation ayant baissé, même la Banque centrale n'a plus un sou dans ses réserves. Alors pour remédier à la sévère pénurie de devises qui frappe l'économie, le gouvernement a créé un nouveau billet. Il a la couleur, la valeur du dollar, mais ça n'est pas un dollar américain, juste un bon garanti par un énième emprunt de l'État zimbabwéen. 10 millions de ces petites coupures ont été mises en circulation, mais les Zimbabwéens se méfient. Deux jeunes avocats comme Fadzai Mahere sont alors montés au créneau. La société civile s'est mobilisée pour savoir pourquoi et comment un État déjà très endetté pouvait emprunter de l'argent pour garantir une nouvelle devise. Cette jeune femme est devenue en quelques semaines une star des réseaux sociaux. Sa page Facebook touche plus de 40 000 abonnés. Elle assure que cette devise est illégale et ses altercations avec le gouverneur de la Banque centrale sont régulières. Les problèmes que nous avons sont d'une telle ampleur que ce sont les gens de mon âge qui vont subir les conséquences de ces décisions politiques. Ce n'est pas seulement une question de mauvaise gouvernance, c'est aussi un problème de collusion avec le monde des affaires. Dans cette histoire de nouvelles devises, les banques sont complètement complices de ce vol. Leur attitude est déplorable. À aucun moment on ne nous a informés. Personne ne nous a expliqué ce qu'on risquait pour nos économies, alors qu'on a tout perdu ces 10 dernières années. Toutes nos économies se sont envolées. C'est encore très frais dans la mémoire des gens. Cette avocate est devenue la bête noire du gouvernement. Elle a été arrêtée en novembre dernier, alors qu'elle ne faisait que se réunir avec ses amis dans un parc du centre-ville. Inculpée de nuisance publique, le groupe a passé une nuit en prison. Mais Fadzai connaît bien les lois de son pays. En 3 mois, elle faisait tomber les charges. Un soulagement pour cette juriste qui rêve de devenir juge et qui préfère éviter toute inculpation. L'incident ne l'a pas intimidée pour autant. Je suis soulagée, mais aussi déçue de voir qu'on a pu gaspiller tant d'argent pour un procès pareil, juste parce que l'État veut réduire notre espace démocratique. C'est du gâchis, du temps gaspillé pour nous et pour eux, et ce n'était pas nécessaire. C'est vraiment dommage que notre pays en soit arrivé là. Au pouvoir depuis 36 ans, Robert Mugabe vient d'annoncer qu'il serait candidat aux élections de 2018. À 93 ans, il tient toujours son pays d'une main de fer. Quand au milieu de l'année dernière, les manifestations à Harare se multipliaient contre son régime, il les a fait interdire. Il n'est pas question de laisser des gens s'adonner à la violence, comme lors des manifestations, pour s'exprimer ou pour résoudre leurs problèmes. Pas question. L'opposition étant divisée, ce sont les réseaux sociaux qui désormais mobilisent. Ces cyberactivistes sont parfois plus puissants que les partis politiques. Ils évitent de manifester craignant la répression du régime, mais ils font passer leur message. Et l'obsession en ce début d'année, c'est bel et bien cette nouvelle devise, d'autant que de nouvelles pièces ont aussi été mises en circulation. Les Zimbabwéens surnomment ces nouveaux billets les bolars, mélange de dollars et de bons du trésor. Le gouvernement multiplie les affiches pour les faire accepter, mais la population répond en silence par des graffitis. Les économistes, eux aussi, sont sceptiques. John Robertson est né dans ce pays qui s'appelait à l'époque Rhodésie britannique. Dans ce même pays, il a connu 3 devises différentes. À chaque fois que les autorités étaient en difficulté, elles faisaient marcher la planche à billets. Il a gardé toutes les traces de cette débâcle monétaire qui a poussé le pays au fond du gouffre. Il espère que l'histoire ne se répétera pas. 50 millions, 500 millions, 10 000. Vous voyez comment on rajoutait des zéros à chaque fois? Et puis il y a eu le fameux billet de 1000 milliards de dollars qui ne permettait même pas d'acheter un litre de lait. Pour l'économiste, rien ne sert de démultiplier les billets ou même de changer de devise. L'important, c'est de produire.
Tout le monde semble oublier le fait que, quelle que soit la devise qu'on utilise, eh bien, il faut la gagner d'abord. Pour gagner de l'argent, il faut produire. Et nous avons perdu la capacité de produire les marchandises que nous avions l'habitude d'exporter. Et aujourd'hui, le peu de devises que nous gagnons à l'exportation, c'est à peine la moitié de ce dont on a besoin. L'ancien grenier de l'Afrique pourtant a besoin d'importer même sa nourriture. Depuis la réforme agraire de 2000 qui a nationalisé toutes les grandes exploitations, le pays n'a jamais atteint l'autosuffisance alimentaire. Stoffel vit à l'extérieur d'Harare. Il fait partie de la poignée de fermiers blancs qui se sont accrochés pour rester dans leur pays natal. Mais lui aussi est plutôt inquiet pour l'avenir. Pour l'instant, les gens ont l'air de pouvoir acheter ce qu'ils veulent dans les magasins, donc il n'y a pas de crise. Mais moi, je sais qu'il n'y a plus de farine nulle part. Je le sais, il y a peu de stock de maïs dans le pays. Alors je suis très inquiet de voir ce que ça va donner pour le stock de nourriture, à la fois pour les gens et pour les animaux. Stoffel travaille sur la ferme où il est né, que son grand-père avait acquise dans les années 50. Mais s'il a récupéré ses biens, c'est en tant que locataire. Les terres ne lui appartiennent plus, il les loue au gouvernement zimbabwéen. Sans titre de propriété, les banques, du coup, ne lui prêtent plus. Ce qu'il se passe, c'est que les banques ont quasiment arrêté de financer l'agriculture. Alors ceux qui s'en sortent sont ceux qui arrivent à trouver des financements à l'extérieur du pays. Et ces secteurs remontent un peu et ils continuent de produire. Mais pour le maïs, il n'y a pas de financement extérieur. Le blé, c'est pareil. On a bien du mal à remonter la pente. Dans un pays qui ne produit presque plus rien, Stoffel a trouvé sa niche. C'est dans la pomme de terre qu'il a fini par investir. Il avait à peine l'assurance de pouvoir récupérer sa ferme qu'il achetait cette unité de lavage. Beaucoup à l'époque le prenaient pour un fou, mais aujourd'hui, le marché est florissant. Personne dans le pays n'a une unité pareille. Il y en a qui lavent les pommes de terre à la main, mais pas comme ça. Moi, je suis le seul à avoir investi dans ce type d'équipement. Une seule unité de lavage au Zimbabwe, le tissu industriel s'est effondré sous le régime du président Mugabe. Mais les entrepreneurs qui ont choisi de tout recommencer ne veulent plus parler politique. Et ils se sentent en sécurité. Les autorités qui ont trop besoin de ces hommes d'affaires ont aussi arrêté de les menacer. Confiant mais pragmatique, Stoffel vit ici au jour le jour. Il craint que la nouvelle devise ne précipite l'inflation. Je crois qu'à ce stade, tout est question de perception. Si je paye en cash en dollars américains, je peux négocier une ristourne. Mais si je paye dans la nouvelle devise, aucune chance. Je payerai plus cher. Les gens veulent des vrais billets. Donc dans les faits, en pratique, on constate déjà des taux différents entre les deux billets. Conscientes de tous ces risques, les autorités d'Harare diffusent les nouveaux billets au compte-gouttes. Les fameux bollards ont certes servi de ballon d'oxygène. Mais la manœuvre n'a pas suffi à régler la crise de liquidité. Les files d'attente devant les banques ne sont pas plus courtes qu'avant. Personne ne sait si le gouvernement pourra demain payer ses fonctionnaires. Face aux aléas de la situation économique, les Zimbabwéens sont d'une patience héroïque. Ceux qui en ont les moyens iront peut-être écouter les poètes. Le samedi soir, à Harare, dans cet ancien hôtel de luxe, les musiciens permettent à tous d'oublier le quotidien. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Le mois de mars a marqué cette année le 3e anniversaire
de l'annexion de la Crimée à la Russie. Souvenez-vous, le 18 mars 2014, Vladimir Poutine signait un décret de rattachement de la péninsule. Cette action unilatérale n'est pas reconnue par la communauté internationale. Elle a valu d'ailleurs à la Russie plusieurs vagues de sanctions de la part de l'Europe et des États-Unis. Pourtant, dès 2016, l'État russe a démarré la construction dans le détroit de Kertch, qui sépare la Crimée de la Russie, pour attacher physiquement la péninsule. Plusieurs compagnies qui mettent en œuvre ce projet sont elles aussi sous le coup de sanctions américaines, ce qui ne semble pas avoir impacté outre mesure ce chantier. Le reportage de notre correspondante Elena Voloshin. Dans le détroit de Kertch, quelques 30 journalistes ont été invités par le service de presse du pont de Crimée à venir constater l'avancement des travaux. Le chantier du pont progresse selon le calendrier défini. Au jour d'aujourd'hui, 267 piliers ont été plantés. Dans le bassin de la mer Noire, les ouvriers s'activent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fin 2018, 4 voies automobiles et en 2019, 2 voies ferroviaires doivent être mises en service entre la Russie et la Crimée. Leur longueur, 19 km, leur coût, équivalent à 3 700 millions d'euros. Un projet monumental qui tient à cœur à Vladimir Poutine. Alors, les équipes du pont ne lésinent pas non plus sur les moyens pour communiquer. Это моя страна. Мы строим мост. En attendant, la connexion entre la Russie et la Crimée se fait par ferry pour les passagers, les marchandises et aussi les blindés et les convois militaires que l'on veut nous interdire de filmer. Bon, on va éviter de filmer l'acheminement des blindés. Pourquoi ? C'est du matériel militaire, il faut une autorisation spéciale pour le filmer. Avant l'annexion, seuls 3 ferries étaient en service. Ils transportaient 7 fois moins de passagers qu'aujourd'hui. Quant aux camions, il y en a eu 13 000 en 2013 contre 300 000 l'an dernier, car la Russie fournit désormais quasiment à elle seule la Crimée en marchandises. Les ferries circulent toutes les heures, mais le responsable du trafic maritime l'admet, le pont ne sera pas de trop. Nous serons soulagés lorsque le pont sera mis en service, car la voie maritime supporte une charge conséquente. Et puis l'infrastructure que nous avons héritée de l'Ukraine est insuffisante pour remplir tous les objectifs. Du côté des habitants de Crimée, si l'on espère une chose, c'est que les prix baissent. Dans la péninsule, tout est au moins 20% plus cher qu'en Russie. Chez nous, une boîte de petits pois coûte 56 roubles, presque 1 euro, alors que dans les magasins de la région de Krasnodar, la même boîte coûte presque 2 fois moins cher. La région russe de Krasnodar, c'est de là que partent de nombreux camions qui livrent la Crimée. La distance entre ici et la région de Krasnodar est petite, 400 km tout au plus. Mais la livraison coûte le même prix que si le camion devait traverser toute la Russie. En cause, les conditions aléatoires de la traversée en ferry. L'hiver, le plus gros problème, ce sont les tempêtes. Les ferries s'arrêtent et nos rayons sont vides. L'été, il y a le flot des touristes. Les camions de marchandises ne sont alors pas prioritaires. Et puis, de nombreux fournisseurs russes ne veulent pas livrer la Crimée, surtout en produits périssables, parce que le risque que leurs marchandises nous parviennent en mauvais état est trop élevé. Si Nikolai promet de baisser ses prix grâce au pont, d'autres espèrent même engranger du bénéfice. Yacoub est le patron de l'une des plus grosses sociétés de BTP de Crimée. Lui aussi attend une baisse conséquente de ses coûts de production liés au transport des matériaux. Notre base opérationnelle s'étend sur 3,5 hectares. Là-bas, nous avons encore du terrain et nous allons pouvoir agrandir encore plus notre territoire. Cette cimenterie ne suffira plus car nous allons accroître nos volumes de production. Yacoub nous emmène visiter l'un de ses chantiers. En tant que spécialiste, il a aussi son idée sur le projet du pont que certains critiquent pour les risques qu'il comporte.
Au début, les ingénieurs se disputaient. Certains disaient « c'est impossible de construire ce pont. Il y a de la vase au fond du détroit et c'est une zone à risque sismique. » Mais comme le disait très justement l'un de mes professeurs en bâtiment, pour les constructeurs, rien n'est impossible. Tout est une question d'argent et de calcul. 11 milliards d'euros au cours actuel du rouble, c'est le montant du programme de développement de la Crimée prévu par la Russie jusqu'en 2020. Le pont s'inscrit dans une stratégie plus globale qui, pour Yacoub, se traduit déjà par des résultats très concrets. Entre 2014 et 2016, nous avons multiplié par 2 nos volumes de construction. Si auparavant nous construisions 50 000 mètres carrés par an, aujourd'hui nous en construisons 100 ou 120 000 et nous allons encore augmenter. Le pont, tout comme l'argent investi, semble confirmer l'avis unanime des politologues russes. Vladimir Poutine n'aurait nullement l'intention de rendre un jour la Crimée à l'Ukraine. Ils sont les grands absents des statistiques de l'asile en France. Dans le jargon, on les appelle les Dublinés. Ce sont les migrants dont les empreintes ont été enregistrées dans un autre pays européen avant d'arriver en France ou qui ont déjà demandé l'asile ailleurs dans l'Union européenne. En vertu du règlement de Dublin créé en 2013, ces migrants sont obligés de demander l'asile dans le premier pays européen qui a enregistré leurs empreintes. Il serait aujourd'hui environ 20 000 en France à attendre d'être transférés, le plus souvent vers l'Italie, la Grèce, la Hongrie, mais aussi de plus en plus vers l'Allemagne et la Suède. Reportage auprès de ces oubliés des statistiques officielles, Sophie Guignon, Fanny Allard et Sylvain Rousseau. Après 3 jours à dormir dehors dans les rues du nord de Paris, Yann a pu entrer dans le centre d'hébergement pour migrants, ouvert par la mairie en novembre 2016. Première étape pour y obtenir une place, un entretien déclaratif avec un traducteur. Parti d'Afghanistan, Yann a traversé l'Iran, la Turquie et l'Europe de l'Est pour arriver en France. Il a fait l'empreinte, mais il ne sait pas où, dans quel pays. Vêtements, kit d'hygiène, couverture, mais aussi une carte d'accès au centre. Yann découvre sa chambre. À 23 ans, il a vécu bien des épreuves. 6 mois de rétention en Hongrie et des contrôles de police systématiques. La police nous forçait à donner nos empreintes, sinon elle ne nous laissait pas passer. C'est pour ça que j'ai dû laisser mes empreintes. En vertu de la procédure de Dublin, Yann sait qu'il risque un transfert en Hongrie, premier pays européen à avoir enregistré ses empreintes. Cette écharpe, aux couleurs de son pays, ne l'a pas quitté du périple. Le noir, c'est pour la guerre dans notre pays, les bombardements. Le rouge, c'est pour le sang versé, et le vert, c'est la couleur de l'espoir. L'espoir de vivre en France et de poursuivre sa carrière de joueur de cricket professionnel. En attendant, Yann regarde les matchs sur son téléphone. Comme Yann, près de 70% des migrants hébergés ici sont des Dublinés. Au bout de 48 heures, tous sont convoqués à la préfecture. Objectif, déterminer si leur demande d'asile relève de la France et où ils pourront être hébergés. Avant son entretien, Danish, 18 ans, lui aussi originaire d'Afghanistan, est visiblement angoissé. Il nous raconte avoir été menacé par les talibans. Il a déjà fait une demande d'asile en Suède. Sa demande a été rejetée. Tout le monde me dit que si mes empreintes sont enregistrées, ils me renverront en Suède et de là-bas, on me renverra en Afghanistan. Vient l'heure de la vérification de ces empreintes, sur cette borne reliée à une base de données européenne. Sans surprise, elles ont été enregistrées par la Suède. Donc maintenant, en fait, il faudrait l'informer qu'il s'agit d'une procédure Dublin. Donc il s'agit d'une demande de la France de reprise en charge de son dossier par la Suède. Donc la procédure veut que le premier pays où il a laissé ses empreintes traite sa demande d'asile. Danish est effondré. Comme lui, ils sont plus de 22 000 à être placés en procédure Dublin en France, soit 25% des demandeurs d'asile. Un chiffre en nette augmentation, sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur. Les transferts Dublin
ont augmenté à partir de l'été 2016. C'est à partir du moment où on a mis les moyens, tout simplement. Et donc, on est dans cette dynamique depuis l'été. La place Beauvau préconise même l'assignation à résidence des migrants dublinés. Une situation que dénoncent de nombreuses associations, comme ici à la CIMAD, où plus de 3200 demandeurs d'asile ont été accompagnés en 2016. Il y a toujours beaucoup de monde. Et depuis le début de l'année, les Dublinés arrivent sans arrêt parce que, en fait, la préfecture fait beaucoup de transferts. Pour la CIMAD, c'est le principe même du règlement de Dublin qu'il faut remettre en cause. Le principal problème, c'est la légitimité de ce dispositif. Si ce règlement était appliqué à tous les demandeurs d'asile qui sont présents en Europe, ça voudrait dire que ce serait majoritairement l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc., des pays frontaliers forcément, qui seraient responsables de la demande d'asile et qui auraient quasiment plus de demandes d'asile dans les pays plus au nord de l'Europe. Mohamed est soudanais. L'an dernier, il a traversé la Libye, puis la Méditerranée et l'Italie avant de rejoindre la France. Il espère pouvoir échapper à un renvoi dans la péninsule, où il affirme avoir vécu un cauchemar. C'était très violent de vivre en Italie. J'étais sans abri, je dormais dans la rue. On était frappés, maltraités par la police italienne pour nous forcer à laisser nos empreintes. On m'a blessé le doigt. Un témoignage accrédité par une enquête d'Amnesty International. L'ONG dénonce de nombreux cas de violences policières en Italie. Mais ici, l'accueil n'est pas toujours beaucoup plus chaleureux. À quelques mètres du centre pour migrants, sous ce pont ferroviaire, la mairie de Paris a installé ses blocs. Un dispositif anti-migrant pour ce collectif de tailleurs de pierre. Parmi eux, nous rencontrons Ali, originaire d'Afghanistan. Débouté de sa demande d'asile en Suède, il est venu tenter sa chance en France. Si seulement l'État pouvait nous donner la chance d'avoir une vie tranquille en France. À chaque fois que je dois aller à un rendez-vous en préfecture, je n'arrive pas à dormir. Je suis très stressé. Ali attend une réponse de la préfecture depuis novembre. En 2016, 1300 personnes placées en procédure Dublin ont été renvoyées, soit une augmentation de près de 150% par rapport à 2015. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. Le centre de l'Italie a connu ces dernières années une série de puissantes secousses. Le 24 août 2016, un séisme de magnitude 6,2 a détruit des dizaines de villages et fait 300 morts. D'autres secousses ont suivi. De nombreux édifices culturels et plusieurs centres historiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ont été détruits. Eh bien, aujourd'hui, la renaissance se fait attendre. Natalia Mendoza nous en dit plus. Les pendules de ce clocher sont restées figées à 3h38 du matin, l'heure exacte du séisme qui a réveillé brutalement les habitants d'Amatrice, ce village du centre de l'Italie, réduit en miettes le 24 août dernier. Comme la plupart de ses habitants, Angela a perdu sa maison après la secousse. Depuis, pour survivre, il ne lui reste que le système D. Ça, c'est ma roulotte. On me l'a prêtée en attendant qu'on m'assigne un endroit pour vivre. Au début, j'ai dormi dans une tente, mais je ne pouvais plus dormir là-bas. Il faisait trop froid avec la neige. Après le séisme, Angela a perdu aussi son emploi d'aide à domicile. Mais malgré tout, elle a décidé de rester ici avec sa famille. Mon fils dort ici. Regardez. Sur ce petit lit. Et moi, je dors là-bas. Ces 6 derniers mois ont été un cauchemar. Plusieurs fois, j'ai pensé à partir, mais je veux rester, parce que mon cœur est ici. Cela fait 20 ans que je vis ici. Angela n'est pas la seule à avoir refusé de partir. Dans cette région agraire, plus de 3000 exploitations agricoles ont été endommagées par le séisme. Depuis 3 générations, la famille d'Antonio Di Marco vit de l'élevage.
Pour Antonio, pas question d'abandonner sa terre malgré la destruction d'une partie de sa ferme. Regardez, les poutres du toit se sont effondrées, il faudra tout démolir. Par là, c'était une petite étable pour faire naître les veaux. Maintenant, tout est détruit. Après le séisme, Antonio a dû sacrifier 40 de ses vaches et sa production de lait a été divisée par 3. Là-bas, on a des poutres qui peuvent s'effondrer à tout moment. En fait, c'est risqué de rester ici parce que cette structure est endommagée et le plafond peut nous tomber dessus si ça tremble. Inquiet, car cela fait 6 mois que la terre n'a pas cessé de trembler ici. Depuis le 24 août, plus de 53 000 secousses ont été enregistrées dans cette zone qui englobe 300 communes. Face à l'ampleur des dégâts, beaucoup ont jeté l'éponge et décidé de partir. À une centaine de kilomètres à l'est, nous arrivons sur la côte adriatique, à San Benedetto del Tronto, une station balnéaire envahie chaque été par les touristes. Ici, plusieurs hôtels ont été réquisitionnés pour accueillir les sinistrés, qui partagent tous le même sentiment de déracinement. C'est comme un exil, nous sommes loin de chez nous et toutes nos pensées sont encore là-bas. On n'est pas à l'aise ici, ça ne remplace pas notre maison. Au moins une fois par semaine, je retourne sur ma terre. À chaque fois, mon cœur se serre un peu plus. Stefano Petrucci vit également dans cet hôtel. Depuis 2004, il est le maire d'Accumoli, l'une des communes les plus touchées par le séisme. Chaque matin, il quitte l'hôtel de bonne heure pour faire la route vers sa mairie dans le massif des Apennins. Sur le chemin, les ruines sont omniprésentes. Regardez là-bas, regardez l'étendue des dévastations subies par ce village. Voilà, c'était Pescara del Tronto. Ici, il y a eu 50 morts et aujourd'hui, ça reste totalement détruit. Il ne reste plus rien. Nous arrivons dans sa commune, Accumoli. Ici, le paysage parle de lui-même. Dans cette agglomération, 75% des maisons ont été déclarées inhabitables. Ici, c'était la place centrale. C'est là que les gens venaient se retrouver et passer du temps ensemble. Il y avait le bar et la pharmacie. La plupart de ces maisons ne sont pas assurées contre le risque de séisme. C'est donc l'État italien qui devra financer la reconstruction. Mais les démarches administratives sont interminables face à la bureaucratie du gouvernement central. Nous pourrions aller bien plus vite. Mais nous sommes tenus de respecter des normes supramunicipales qui ne nous laissent pas agir plus rapidement. Ici, nous sommes à l'arrêt complet depuis Noël. L'immeuble de la mairie détruit, la municipalité s'est donc installée dans ce préfabriqué. La priorité ce matin, déblayer les rues. Ce tronçon de route doit être désencombré immédiatement, car il faut que nos équipes puissent passer pour sécuriser les immeubles. Les premières estimations indiquent qu'il faudra 10 ans pour reconstruire la totalité de ces villages. Pour faire revenir les familles, une école en préfabriqué a ouvert ses portes à Amatrice. Et l'armée a été dépêchée sur place pour aider dans la construction de maisons temporaires, antisismiques. Les 25 premiers modules ont été assignés par tirage au sort. Parmi les chanceux, Angela, qui vient aujourd'hui pour la première fois découvrir son futur logement. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'y crois pas. Excusez-moi, je suis émue. Après tout ce calvaire, je commence à voir une lumière. Une lumière au bout du tunnel. Mais la tâche pour reconstruire ces bourgs ne s'annonce pas facile. Le coût de la reconstruction est estimé à plus de 23 milliards d'euros. Le Brexit divise toujours les Britanniques. À Londres, on se pose beaucoup de questions. Dans la place financière, la perspective d'une sortie de l'Union européenne est source d'inquiétude pour certains, d'espoir pour d'autres. Le reportage de Sylvain Rousseau
et Christopher Moore. Londres, 17h, l'heure de pointe, l'heure du thé aussi, même quand on est italienne. Laura Contini, 31 ans, enseigne la philosophie dans une école réputée. Mes étudiants sont merveilleux, j'ai vraiment de la chance d'être dans une bonne école. Diplômée d'anthropologie, cette Britannique d'adoption a quitté son petit village de Sardaigne à 18 ans. J'étais malheureuse là-bas. J'étais déjà venue à Londres et je suis tombée amoureuse de cette ville multiculturelle. Je m'y sentais libre. Quand le Royaume-Uni a voté la sortie de l'Union européenne, pour la première fois, Laura a pensé demander la nationalité. Mais les tensions apparues entre citoyens britanniques et étrangers changent ses certitudes. Ma confiance dans le bon sens et l'ouverture d'esprit des Britanniques a été battue en brèche pour la première fois. Maintenant, je suis plus consciente que la réalité est différente dans le reste du pays. C'est quelque chose que je n'avais pas senti avant. Quelques kilomètres plus loin, cette réalité saute aux yeux. À 30 minutes en train de la capitale, 7 électeurs sur 10 ont voté pour quitter l'UE. Sur le marché de Romford, Dave Crosby gère la poissonnerie familiale depuis 1974. On a des harengs et des maquereaux fumés. Cet homme de 59 ans espère se débarrasser des contraintes européennes et sauver son business. Les affaires ont baissé depuis 10-15 ans à cause des quotas. Avant, on contrôlait une limite de 12 000. Donc on contrôlait nos réserves de poissons. Mais à cause de l'Europe, on ne peut plus. J'espère que ça va recommencer comme avant. Dave se veut optimiste pour la suite. Il a voté le Brexit autant pour des raisons politiques qu'idéologiques. Quand on sera sorti, si on n'aime pas les politiques, on pourra voter pour les chasser. Alors que là, on ne peut pas le faire. On n'empêche pas les scientifiques ou les docteurs de venir chez nous. On a toujours accueilli les gens compétents. Et on le fera toujours. C'est la main-d'œuvre non qualifiée qui nous coûte de l'argent. Le gouvernement aussi prône une ligne dure vis-à-vis des étrangers. Le destin des Européens vivant au Royaume-Uni sera l'un des points clés des négociations. Mais pour les patrons de la City, ces immigrés sont un rouage essentiel de l'économie britannique, quelle que soit leur qualification. Cet accès est extrêmement important. Donc nous demandons au gouvernement d'en faire une de ses priorités pendant les négociations. Essayer de combler le vide qui serait laissé par un départ des travailleurs européens avec des travailleurs britanniques est une mauvaise solution. Environ 3 millions d'Européens vivent en Grande-Bretagne et plus d'1 million de Britanniques ont fait le chemin inverse. Albin Servian a traversé la Manche il y a 5 ans. Le Français a fondé Easy Roommate, une start-up dédiée à la colocation dans 24 pays différents. Avec une centaine de salariés de 12 nationalités, Londres s'est imposé comme une évidence. Londres, c'est une sorte de melting pot culturel. Et si demain on veut lancer un nouveau pays comme la Pologne ou le Brésil, il est très facile de trouver des jeunes talents dans la ville directement. Albin coordonne aussi un réseau de 4500 entrepreneurs français spécialisés dans les nouvelles technologies. Des entrepreneurs installés outre-Manche, notamment pour profiter des taxes peu élevées. Un choix remis en question. Avec le Brexit, on compte peut-être d'ici à moyen terme, pourquoi pas se rapatrier dans une autre ville en Europe. Dématérialisation oblige, les nouvelles technologies sont accessibles partout, donc administrables n'importe où. On ne peut pas dire qu'il y a l'effet de panique à Londres sur les startups, c'est pas vrai. Et on sait aussi que malgré cette incertitude, le processus va durer 2 à 3 ans. Donc on va s'adapter et je pense que tout bon entrepreneur doit anticiper le coup et préparer la suite. Le centre financier de Londres, la City, le joyau de la couronne, à la fois cœur, poumon et cerveau de l'économie britannique. Derrière ces murs, on a majoritairement fait campagne contre le Brexit. On craint pour l'emploi et pour la perte du passeport financier qui ouvre les portes du marché européen. Mais face à la volonté du peuple, même les plus haut placés n'ont plus le choix. On cherche un accord qui soit fait sur mesure pour le Royaume-Uni. Et si ça nous convient, alors ce sera bon aussi pour l'Europe.
Dans le reste de l'Europe, on tente d'attirer les grandes banques vers Paris, Francfort ou Dublin. Pour Andrew Parmley, menacer Londres est contre-productif. Londres reste la première place financière du monde. C'est comme ça depuis des siècles et ça ne changera pas. Dans ce pub de Greenwich, nous retrouvons Laura, la professeure italienne, avec son ami James. Le Brexit et ses conséquences sont sur toutes les lèvres. Pour ces gens qui sont tellement intégrés à notre société, devoir retourner chez eux est quelque chose de terrible. Ça me briserait le cœur parce que j'ai déjà été déracinée une fois et maintenant mes racines sont ici. J'ai des amis, j'ai construit une carrière. Je ne dis pas que ce serait impossible de trouver ça ailleurs, mais ça serait très dur de devoir tout recommencer. De l'autre côté de la Tamise, dans le quartier financier, de nombreux Londoniens se posent les mêmes questions. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Saint-Émilion, cité médiévale classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, évoque à tous les amateurs de vin un nectar des plus délicieux. Depuis l'implantation de la vigne par les Romains, les vins de Saint-Émilion ont conquis le monde entier et régalé œnophiles comme amateurs. Code 24 vous emmène ce soir à la découverte de ce vignoble d'exception avec la visite du prestigieux domaine Château Angélus. Je suis la troisième femme parmi les 8 générations à diriger la propriété, donc je considère que je suis dépositaire finalement d'une histoire qui ne m'appartient pas et qui devra également nous succéder. Il faut d'abord être un vigneron et aimer être un vigneron, c'est-à-dire aller dans ses vignes, comprendre la nature, aimer la nature, l'écouter. Je suis concepteur de bonheur pour des gens qui aiment le vin. À Saint-Émilion, on a des types de sols qui vont varier d'une parcelle à l'autre. Donc effectivement, là, il faut être extrêmement précis, très bien connaître son vignoble et ses différents types de sols pour obtenir le résultat qu'on veut. Les premiers rayons d'automne se laissent deviner sur la cité de Saint-Émilion. Suspendu sur un promontoire de calcaire et d'argile, le vignoble raconte 2000 ans d'histoire entre les hommes et le vin. Sur les terres du château d'Angélus, les vendanges annoncent le nouveau millésime, la promesse d'un grand cru donné par la nature. Comme il fait beau encore maintenant, on peut continuer vraiment à ramasser à la carte. Et chaque parcelle ayant un type de sol peut-être un petit peu différent ou une moyenne d'âge un peu différente, va pas avoir sa maturité optimum exactement au même moment. Et là, c'est absolument extraordinaire quand on peut se permettre de ramasser parfaitement quand on le souhaite. Après 20 ans passés à sillonner chaque parcelle du domaine, Emmanuel en décode 1000 secrets. Bien évidemment, on le goûte. Et alors là, en bouche, on est sur une peau qui est encore un tout petit peu croquante, donc ça c'est bien, mais qui a bon goût. La pulpe, ensuite, est en train de devenir plus liquide. Et puis il y a les pépins que je suis en train de croquer, qui ont un bon petit goût de noisette. Donc ça, c'est très sympa parce que ça veut dire qu'ils sont mûrs. Donc on a vraiment des raisins à la maturité qu'on recherche pour faire Angélus. Si l'exigence des grands crus passe par une sélection rigoureuse du fruit, elle induit aussi la préservation d'un écosystème d'exception. Ça fait plus de 20 ans que je connais Angélus. Je n'ai jamais vu l'utilisation d'un désherbant ici. Depuis très longtemps, on a mis en place des méthodes prophylactiques. Donc il y a un équilibre à trouver. Comme l'équilibre qu'on va chercher dans les vins, dans les vignes, on va chercher un équilibre. Et cet équilibre passe par une bonne installation du pied de vigne. Et une bonne installation du pied de vigne, c'est un système racinaire qui est bien installé, qui va profond. Et pour ça, le travail des sols est important. Ne serait-ce que pour conserver son patrimoine. Puis on fait attention aux hommes aussi quand même. Les grands crus de Saint-Émilion ont façonné leur identité grâce aux arômes de prune du merlot, le cépage seigneur du terroir. L'assemblage des vins d'Angélus combine minutieusement le merlot à l'autre variété dominante de la région.
Le deuxième cépage ici, c'est le Cabernet Franc, qui est très important puisque c'est presque la moitié, qui est un cépage incroyable d'ailleurs, c'est un cépage difficile, un cépage qui a été arraché, qui a été condamné parce qu'il est difficile, il faut 25 ou 30 ans avant de commencer à faire des bons vins, il est plus sensible à toutes les maladies qui arrivent, mais par contre, quand il est grand, il est juste exceptionnel, il est d'une espèce de trame, de finesse, de sophistication quand c'est bien implanté, quand il a de l'âge et quand il est bien mené. Vieilli de 18 à 22 mois en fût de chêne, l'élevage patient des vins d'Angélus arrondit sans excès les tanins de la cuvée. La barrique à Bordeaux, c'est un accompagnement qui vient transcender la qualité du vin. C'est pas parce qu'on met des vins dans du bois que le vin il est grand. C'est totalement faux. Le vin doit être le vin jusqu'au bout. Et l'expression maximale, c'est bien d'avoir leur goût, du terroir, du fruit. On n'est pas là pour goûter du bois. Au chai, chaque nouveau millésime renforce la quête de l'excellence, tout autant que la passion pour le vin qui se partage en famille. On va avoir des pH qui sont pas trop élevés. Sucrosité, très, très gourmand. Donc c'est très pur. La première chose, c'est être précis et exigeant. Je dirais même un peu plus intransigeant. Pour moi, ça n'est que le début. Donc ces échanges sont extrêmement importants et je peux me nourrir justement de cette expérience pour découvrir et pour apprendre. Stéphanie a cédé à l'appel des dynasties en prenant la direction d'Angélus, restée dans la même famille depuis la Révolution française. Étant toute petite fille, on a commencé avec mes frères et sœurs à faire nos premières vendanges quand on avait 5-6 ans avec nos paniers sécateurs. Donc c'était une passion qui est née très tôt. Première femme à diriger les 40 hectares du domaine depuis 3 générations, Stéphanie marque un retour à la longue tradition d'influence féminine sur la propriété. Nos vins sont déjà des vins qui sont à la fois complexes, mais qui ont beaucoup de finesse et de fraîcheur. Donc peut-être que la finesse et la fraîcheur s'en verront renforcées au fil des années avec cette touche féminine supplémentaire. Au-delà du nectar, Angélus, c'est l'histoire de ceux qui l'élaborent. Le reflet exact d'une famille, d'un fruit et d'un terroir dont le nom continue de faire rêver le monde. Je pense qu'on contribue à une image du savoir-faire, à une image de l'histoire, de la continuité. Et quand nos vins sont bu à New York, à Londres, chez le président de la République, aux États-Unis, tout ça, ça contribue à cette image de la France. On a des vins qui sont des vins de très grande garde. Donc là aussi, il y a un côté transmission. Les générations qui se succèdent. C'est une forme d'hommage finalement aux générations passées, que de continuer et de faire en sorte d'aller encore plus loin, de développer ce joyau qui nous a été confié. Deux fois par an, l'univers de la mode masculine se resserre autour de la forteresse Basso à Florence. C'est là que se tient le salon Pitti Uomo. Toutes les tendances y sont représentées, des plus classiques aux plus modernes. Plus qu'un salon, eh bien, ce rendez-vous est devenu, en 50 ans d'existence, un forum pour l'économie italienne, bien décidé à défendre son savoir-faire et affûter ses armes pour rester compétitive. À Florence, la forteresse de Basso est devenue le rendez-vous incontournable de la mode masculine. Toutes les tendances y sont représentées, des plus classiques aux plus modernes. En plus de 50 ans d'existence, le Pitti Uomo est devenu plus qu'un salon. C'est aujourd'hui l'un des fers de lance de la politique économique italienne. Lorsque vous êtes confronté à une concurrence déloyale venant de l'Est, par exemple de la Chine, vous devez être très dur. Il ne faut pas défendre l'économie en tant que telle, mais la défendre des comportements déloyaux. C'est la seule chose que nos entreprises et les citoyens demandent. Et pour mieux se défendre, rien de mieux que miser sur la jeune génération et pas seulement italienne. Toutes les nationalités sont représentées au Pitti Uomo. Le portugais Estelita Mendonça s'est spécialisé dans le recyclage. La mode, ce n'est pas qu'une question d'esthétisme. C'est aussi un point de vue politique. J'ai déjà recyclé des tentes de camping, des voiles de bateau. Maintenant, ce sont les couvertures et les sacs de couchage. Parce que je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'acheter une chose fabriquée d'après une chose existante qu'une chemise ou un manteau ordinaire.
Comment les humains ont-ils découvert le langage? En imitant les animaux. La chinoise Feng Shengwang s'inspire de cette théorie alternative pour construire ses collections. C'est ma vie et mon histoire personnelle vue à travers la théorie Noni Noni. Cela donne un style plutôt futuriste, luxueux et un peu sportif. Lauréat du concours des jeunes créateurs du Piti, le chinois Yun Su. Il propose des vêtements protecteurs en matière naturelle inspirés de l'artisanat mexicain. La fonctionnalité, c'est fondamental pour notre marque. On essaie toujours de trouver un équilibre entre la création et la fonctionnalité. Il faut pouvoir être beau et en même temps se sentir à l'aise. Et ce, en toute situation. La griffe sportive de la marque ancestrale italienne, Ermenegildo Zegna relance les silhouettes 70 coupées dans des tissus techniques. Il y a dans cette session un extraordinaire travail sur la matière première et sur la fonction d'usage des tissus techniques qui étaient jusqu'à présent seulement pour des fonctions techniques. Aujourd'hui, c'est le luxe, c'est la mode en général qui regarde aux performances de la matière première pour bâtir, concevoir de nouvelles collections, de nouvelles idées, une nouvelle façon de se représenter. Invité spécial du Piti, la Corée du Sud. Séoul investit massivement pour assurer la promotion de ses jeunes talents sur la scène internationale. La marque Bimuette cherche une harmonie entre les cultures asiatiques et européennes. Vous avez ici une combinaison des deux. Cette veste est composée de deux vestes différentes. On les déconstruit et on les assemble. Ça, c'est une jupe pour homme, faite à partir de deux pantalons. On les a déconstruits et assemblés avec un zip. Et ça devient une jupe. On ne veut pas être ennuyeux. On veut innover, trouver des choses nouvelles. Parmi les tendances fortes, présenter simultanément des collections masculines et féminines. Edward Buchanan a quitté son Ohio natal pour Milan. Il a choisi de s'installer en Italie pour la qualité de ses tissus. Depuis 25 ans, il ne jure que par la maille. Tout le monde pense que la maille, c'est les sweatshirts. Mais il y a tellement de possibilités. Je veux que les gens posent un nouveau regard sur la maille. Qu'ils regardent une veste et se disent « Oh, est-ce que c'est de la laine bouillie ?» Ah, elle est d'abord tricotée et ensuite bouillie. Ce n'est pas ce que je pensais. C'est fantastique. Le Piti Uomo est également une plateforme très efficace pour lancer ou relancer en Europe des marques internationales. Étonnamment, l'américain Tommy Hilfiger ne porte pas les produits qu'il propose. Pour atteindre les jeunes consommateurs, en termes de vêtements, il s'agit de faire une mode nouvelle, moderne, pertinente. Les jeunes emploient-ils encore aujourd'hui le terme d'élégance? Non, ils emploient d'autres expressions. J'aime ou je n'aime pas. Quant à l'invité d'honneur du Piti, qui a également travaillé sur de nouvelles matières, le créateur de mode le plus truculent, le très british, Paul Smith. J'étais haut comme ça quand je suis venu à Florence en 1991. J'ai été le premier designer invité à défiler au Piti. Cette nouvelle collection est intitulée sobrement PS, une gamme imaginée pour danser sans se froisser ni transpirer, faire des acrobaties ou du vélo. Ça, c'est un costume spécialement conçu pour se déplacer en ville à vélo. Vous enfourchez votre machine et quand vous arrivez, vous êtes parfait. Et si par malheur vous détestez les activités ménagères ou si vous croisez la pluie, c'est pour mettre en machine. Vous habitez tout seul, vous êtes un jeune homme, vous portez des t-shirts avec le logo de votre université. Vous voulez laver votre pantalon, vous le mettez en machine et le lendemain, vous le portez. Pas besoin de le repasser. c'est la nouvelle grande tendance du marché international. Des vêtements réactifs, coupés dans des matières innovantes, ni trop chic, ni trop classiques. C'est la fin de cette édition de Code 24. Merci de votre bon accueil. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.